Bonsoir, merci de nous rejoindre pour la dernière édition de l'information du jour sur True TV. Les grands titres ce soir. Santé, lutte contre le cancer du col de l'utérus, c'est parti depuis ce matin pour la campagne de vaccination contre le virus responsable de ce cancer. Cette campagne ambitionne toucher au moins 380 000 filles âgées de 9 ans sur l'ensemble du territoire. C'est à l'école A et B de la Padoie que le ministre de la Santé a officiellement lancé la campagne. Les images en début d'édition. Insécurité au Burkina Faso, le BAM dans la région du centre-nord en souffre. Sur les 9 communes de la province, 5 sont tombées entre les mains des groupes armés et les 4 autres sont harcelés. Relaté ce matin des ressortissants du BAM lors d'un point de presse. Rencontre qui a servi à lancer le mouvement BAM Fangré qu'on découvre tout de suite. Et puis Mali, affaire Gossi. L'armée malienne dénonce une manipulation de la force Barkhane. En effet, l'armée malienne a découvert un charnier près du camp Gossi, retrocédé le 19 avril dernier par la force Barkhane à l'armée. Cette découverte macabre refroidit davantage les relations entre Bamako et Paris. Explication en fin d'édition avec notre reporter sur place à Bamako. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience ce matin une délégation du Conseil supérieur de la magistrature. Une visite de courtoisie conduite par le président de l'institution, Mazobé Jean Kondé. Plusieurs points ont été abordés à cette rencontre. On fait le point maintenant avec Sarah Kaboré et Cheikh Omar Ouedraogo. C'est la toute première rencontre entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président Damiba depuis sa prise de pouvoir. En tant que garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, il était de bon ton, selon le premier responsable du Conseil supérieur de la magistrature, d'aller présenter sa structure au président du Faso. Mazobé Jean Kondé a profité de cette visite de courtoisie pour dresser le bilan des activités de son institution. Il est également revenu sur les difficultés et les défis à relever par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est une audience qui est la toute première, le tout premier contact formel entre le président du Faso, qui, selon notre constitution, est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et le Conseil supérieur de la magistrature. Donc il était normal que, effectivement, cette audience-là puisse permettre cette rencontre pour pouvoir échanger. Étant entendu que la loi fondamentale de notre pays prévoit même des rencontres périodiques entre le président du Faso, en sa qualité de garant, et le Conseil supérieur de la magistrature. Et étant entendu que le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et le CSM sont appelés à coopérer. Une coopération qui se fera à travers des rencontres d'échange et de travail entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président du Faso. Et puis le Premier ministre Albert Ouedraogo s'est entretenu ce mardi 26 avril 2022 avec une délégation du Conseil supérieur de la communication conduite par son vice-président Abdoulaziz Bamogo. Les échanges entre les deux parties ont porté sur la situation de l'institution, mais également sur deux autres questions liées notamment à la situation de la société burkinabé de télédiffusion et à l'activité des médias en lien avec la crise sécuritaire. On écoute le vice-président du CSC à sa sortie d'audience. Vous savez qu'actuellement le Conseil supérieur de la communication n'est pas en nombre complet au niveau du collège. Et donc à ce niveau-là, avec le Premier ministre, nous avons échangé sur ces questions et sur la nécessité de pouvoir travailler à ce que le collège soit en nombre complet pour pouvoir mieux travailler et mieux assurer sa mission. Le deuxième point, celui qui est lié à la SBT, à ce niveau-là, nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la situation assez difficile dans laquelle nous sommes, liée notamment à la difficulté de la SBT de pouvoir fonctionner normalement, parce que la SBT manque de moyens réels. Et donc à ce niveau-là, un certain nombre d'instructions ont été données, d'orientations ont été données par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que
discussions et des échanges se poursuivent en vue de trouver avec les différents acteurs des solutions qui permettent, qui garantissent un bon fonctionnement, un fonctionnement régulier de la SPT. Parce qu'il y va de la capacité même de notre pays à pouvoir faire en sorte que les populations puissent consommer les contenus des télévisions nationales. Donc à ce niveau-là aussi, son Excellence Monsieur le Premier ministre a donné un certain nombre d'indications qui nous permettent donc de continuer les échanges avec les acteurs afin de pouvoir trouver de meilleures solutions. Sur la question de l'activité des médias en lien avec la crise sécuritaire, nous avons présenté à son Excellence Monsieur le Premier ministre un certain nombre de préoccupations qui nous avaient été soumises par les acteurs des médias pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mieux jouer leur rôle dans ce contexte de crise sécuritaire. Donc nous avons partagé ces préoccupations-là avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais nous lui avons présenté aussi des actions que le Conseil supérieur de la communication veut organiser dans le sens de renforcer les capacités des médias, dans le sens de fluidifier le rapport entre les médias et les FDS, mais aussi en vue d'assurer une meilleure éducation aux médias de nos populations. Santé, le cancer du col de l'utérus constitue un problème majeur de santé publique. Au niveau mondial, plus de 530 000 nouveaux cas sont détectés chaque année, dont plus de 90% des cas surviennent dans les pays en développement. C'est dans un tel contexte que le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique a lancé ce mardi 26 avril l'introduction du vaccin contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus au niveau de l'école A et B de la Padoie. On en parle plus amplement avec Serge Kaboré. À travers ce vaccin administré par le ministre en charge de la santé himself, la petite Sidibé est désormais protégée du cancer du col de l'utérus, marquant ainsi le lancement officiel de l'introduction du vaccin contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Nous avons maintenant un vaccin qui est très efficace et qui, s'il est administré aux filles avant leur premier rapport sexuel, permet effectivement de les prémunir de cette maladie dont l'occurrence est presque toujours fatale. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour lancer l'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination de routine. Au Burkina Faso, plus de 1000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus sont notifiés chaque année avec malheureusement plus de 80% de décès. Afin donc d'inverser la tendance, la présente vaccination devra concerner une cohorte de plus de 380 000 filles âgées de 9 ans sur l'ensemble du territoire. Nous sommes partis initialement avec les filles de 9 ans, c'est-à-dire les filles chez qui on pense qu'il y a une très faible probabilité qu'elles aient eu un contact sexuel. Comme vous le savez, le virus HPV est un virus qui se contamine, qui se transmet très vite, très fréquemment. Et voilà pourquoi nous avons choisi de commencer avec les filles de 9 ans, qui ont la plus grande probabilité de n'avoir pas été en contact sexuel. Convaincu de l'efficacité du vaccin, le ministre en charge de la Santé appelle les parents à adhérer à cette campagne de vaccination. Il est sûr, il est efficace. Et je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la population, à l'ensemble des mères, à l'ensemble des pères, pour qu'ils acceptent que nos filles se fassent vacciner afin d'être plus prémunies contre le cancer du col. Donc, c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, comme les vaccins et autres produits de santé que nous mettons à la disposition des populations au Burkina. La vaccination contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus est menée en stratégie fixe dans les formations sanitaires et également en stratégie avancée au niveau des sites habituels de vaccination de routine ainsi que des écoles.
Les services des transports sont régulièrement confrontés à la fraude et à la falsification des documents. Afin de résoudre cette problématique, le ministère en charge des Transports a mis en place une stratégie en collaboration avec le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Il s'agit d'un équipement de digitalisation des prestations. C'est un dispositif qui sera installé au sein de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, DGTTM, et qui va permettre aux agents de travailler en étroite collaboration avec le CCVA afin de garantir la sécurité des documents et de réduire la fraude. D'un coût global de 8 millions de francs CFA, l'interconnexion vient renforcer les liens de partenariat entre les deux structures. Les détails de Salimatou Zongo et Fatima Tanikema. Le partenariat ainsi scellé est matérialisé par cette interconnexion qui va faciliter le partage des données entre le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA et la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM. C'est dans le souci d'assainir le parc automobile national que ces équipements digitaux ont été installés ici au service DGTTM. Le CCVA est chargé de délivrer des documents en amont qui permettent à la DGTTM d'accomplir des formalités d'immatriculation des véhicules. Des documents en proie aujourd'hui à la contrefaçon. L'installation de ces équipements d'interconnexion sur les postes de travail des agents de la DGTTM permettra donc de lutter contre ce fléau. Nous avons jugé utile de permettre à la DGTTM, à partir de ses postes de travail, d'authentifier l'ensemble des documents délivrés par le CCVA. En ce moment, ils n'ont plus besoin de se déplacer au CCVA pour s'assurer de l'authentification, mais à partir de leur position, ils ont la possibilité d'interroger la base de données du CCVA et de dire si le certificat de conformité est authentique, si la visite technique est authentique, si l'ensemble des documents produits par le CCVA est authentique. Composé d'une antenne et des ordinateurs, les équipements sont installés depuis le mois de février au niveau de la DGTTM selon son directeur général. À en croire ce dernier, l'installation de l'interconnexion a déjà dissuadé les éventuels fraudeurs. Les résultats sont certes palpables, mais des attentes demeurent. Occasion pour Léandre Zéphirin Bakiono de poser des doléances toujours dans l'objectif de venir à bout de la contrefaçon. Il faut savoir que dans les dossiers que nous recevons habituellement, il y a beaucoup de faux. Les faux parviennent aussi de la douane comme du CCVA, mais comme je le disais tout à l'heure, pour le CCVA, ça a considérablement diminué. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fausses visites qui circulent, mais la mise en œuvre justement de ce format en question-là va permettre de réduire d'ici une année, lorsqu'on aura éliminé les anciens formats de la circulation, comme elle l'a si bien dit, avec nos portables, le code QR, on pourra authentifier le code barre qui se trouve justement sur le certificat pour chacun d'entre nous, si c'est un faux document ou pas. Et les FDS aussi auront la possibilité d'authentifier justement ce document. Selon le ministre en charge des Transports présent à la cérémonie, l'équipement a coûté 8 millions de francs CFA. Et cette interconnexion ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les jours à venir, cette connexion sera une interface pour permettre à d'autres structures impliquées dans le processus de production des documents en lien avec le transport de pouvoir aussi combattre la fraude et la contrefaçon. Je le disais en titre, les ressortissants de la province du BAM exigent des nouvelles autorités du Burkina Faso la sécurisation de leur territoire. Face à la presse ce mardi matin, le mouvement dénommé BAM Fangré a laissé entendre que la province du BAM vit une situation sécuritaire délétère, marquée entre autres par des meurtres, des massacres de populations civiles et de FDS et des conquêtes territoriales. Le mouvement estime que seulement 4 communes des 9 que compte la province n'ont pas encore enregistré d'attaque. Si aucune action n'est entreprise, ces 4 communes risquent de connaître le même sort que les 5 qui sont à la merci des terroristes. Tous les détails avec Michael Toukri. Indépendante et digne grâce à l'agriculture. Dans la province du BAM, plus rien ne semble rassurer les populations. Sur les 9 communes que compte la province, 5 sont tombées entre les mains des groupes armés. Les 4 autres qui n'ont pas encore subi d'attaques terroristes sont constamment harcelés. Il faut donc sauver la province du BAM, c'est toute la revendication des filles et des filles de cette localité qui, ce 26 avril, ont officiellement lancé le mouvement BAM Fangré qui signifie Mouvement pour le salut du BAM. À ce jour, une partie importante du BAM,
La rive droite du lac Bam, le nord et le nord-ouest est sous contrôle des groupes armés qui effectuent permanemment des raids et décident de qui doit vivre ou mourir avec des exécutions ciblées. Sur le tronçon Kongoussi-Bouzanga et aux alentours, les Hani font des raids, procèdent à des contrôles de routine, jubilent sur la route nationale. Les multiples alertes ne reçoivent pas les réponses qu'il faut et la population, la mort dans l'âme, doit abandonner sa terre pour d'autres horizons. Dans le BAM, les groupes armés dictent leurs lois et la capitale de cette province, Kongoussi, plusieurs fois attaquée. La menace des groupes armés est plus que jamais proche de la capitale burkinabé puisque Kongoussi est à seulement une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Et le sentiment d'être abandonné par les autorités est de plus en plus exprimé par les populations du BAM. Sauver le BAM commence par la sécurisation des communes et zones qui ne sont pas encore atteintes. Et ensuite, la réinstallation des habitants qui viennent d'être délogés, tels que ceux de Cargo, Namsigia, Nasré, et progressivement jusqu'à ce que tous retournent dans leur village. L'installation d'un détachement ou d'une base militaire dans la zone de l'arrière-pays du lac Bam est une condition indispensable. Et cette revendication doit être satisfaite dans les plus brefs délais, car cette zone ne doit plus être un trou noir comme dit plus haut. L'opérationnalisation de la brigade de gendarmerie de Zimtanga, construite mais non encore occupée, sera sans nul doute une bouffée d'oxygène pour toute la commune du même nom. Face à la volonté des groupes armés de contrôler la province du BAM, deux choix se présentent pour le mouvement BAM-Fangré. Observer dans la résignation les choses s'empirer ou prendre ses responsabilités. C'est un mouvement apolitique sans exclusion avec un seul objectif, le retour de la paix, la sécurité dans la province du BAM, explique le président du comité de pilotage de ce mouvement, Bourema Nyampa. Religion, le 3 avril dernier, les fidèles musulmans ont entamé le mois de Ramadan à travers le jeûne. Et depuis le 23 avril dernier, ils sont entrés dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. 10 jours pendant lesquels les prières deviennent plus intenses pour le musulman, car la nuit du destin se situerait dans ces derniers temps forts du jeûne. Que représente cette nuit et comment le fidèle musulman doit se comporter pendant ces 10 derniers jours? Pour en savoir davantage sur la nuit du destin, notre reporter Fatima Tanikiema a rencontré l'imam Boubacar Nassouri. Voici donc pour vous les précisions qu'il apporte sur le sujet dans cet élément. Le mois de Ramadan tire à sa fin. Les fidèles musulmans sont en plein dans les 10 derniers jours les plus importants selon le Coran et la Sunna, la tradition islamique. Important parce que c'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée, dont la grâce équivaut à 1000 mots. Et c'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé, a laissé entendre Imam Boubacar Nassouri. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, d'un point de vue de la grammaire arabe, Layla c'est la nuit et Al-Qadr c'est soit la valeur, soit le destin. Pourquoi la valeur? Parce que toujours dans la sourate 97, Allah subhanahu wa ta'ala dit Khayrun min alfi shahr. Allah nous informe que cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Donc ça veut dire en fait que c'est une nuit qui est grandiose. Autrement dit, quelqu'un qui va s'arrêter effectivement au cours de cette nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il l'avait adoré, si vous voulez, pendant une éternité. C'est également au cours de cette nuit qu'Allah décrétera le devenir de chaque créature selon notre imam. Et pour bénéficier des mérites de cette nuit du destin, le fidèle musulman doit s'impliquer davantage dans la prière durant les 10 derniers jours. Cette nuit-là est vraiment très importante. En ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui n'a pas eu, en tout cas, celui qui n'a pas pu bénéficier des mérites de cette nuit-là, il sort réellement perdant. Donc ça fait que le musulman doit redoubler d'ardeur et participer effectivement aux différentes activités spirituelles qui sont déballées au cours de cette nuit-là. Et parmi ces activités-là, il y a les prières de la nuit qu'on appelle le Qurama Qiyamul Layl, qui en tout cas sont célébrés dans la plupart des mosquées. Rappelons que cette nuit de la destinée n'est pas définie par l'islam. C'est pourquoi le musulman doit durant les 10 derniers jours rechercher cette nuit selon Imam Boubacar Nassouri. À en croire ce dernier, certaines personnes prétendent reconnaître la nuit du destin en se basant sur des signes. Mais ce ne sont que des hypothèses. Cette nuit est cachée.
Capa présent sur Dissine pour l'ouverture officielle des journées interculturelles du Balafon. Cette initiative de l'abbé Ferdinand Yen a pour ambition de revaloriser le Balafon. La cérémonie de lancement a eu lieu le 24 avril à Dissine et a connu la participation de plusieurs ressortissants de la ville. Joseph Koutko. C'est au son du ditanier exécuté avec les sonorités du balafon que le top départ des journées interculturelles du balafon a été donné. Ces journées visent à valoriser le balafon ici à l'espace Tatolet de Dissine. Cette édition est placée sous le thème « Le FIBA, facteur de développement, d'intégration et de cohésion sociale ». Une activité à mettre à l'actif du Centre d'éducation, de recherche, de production artistique et d'animation culturelle. Ce festival a été motivé par un certain nombre de constats que nous jugeons inquiétants. Citons entre autres la disparition progressive des détenteurs du savoir concernant la fabrication et le jeu du balafon, la méconnaissance et la désaffection du balafon par la jeune génération, le recul de la musique live du balafon sur la scène et dans les réjouissances populaires, la rareté et la cherté des espèces végétales qui servent à fabriquer le balafon, le manque d'ambition et de professionnalisme dans la fabrication des balafons et j'en passe. Une édition qui n'a pas de sponsor mais qui a pu bénéficier de l'appui et des conseils des partenaires et parrains. C'est un instrument qui communique de la naissance à la mort. Et donc, sa restauration devrait permettre de faire en sorte que nous puissions le restituer dans un contexte national et peut-être plus généralement dans un contexte international. Le plus important, c'est d'avoir commencé. Le reste, nous allons nous investir à trouver des personnes de ressources qui vont s'ajouter aux parrains actuels pour faire en sorte que le festival puisse avoir un retentissement plus intéressant. Ce festival vient à point nommé pour faire renaître le balafon, un instrument qui tend à disparaître selon le patron de la cérémonie. Dans le domaine de la musique du sud-ouest et du Burkina Faso, même le Grand Ouest, c'est le balafon qui est la colonne vertébrale de la musique, de l'art musical dans le sud-ouest. Il court le risque de disparaître. Et surtout, il court le risque de ne plus avoir d'artistes sachant le jouer. Alors, cette initiative du Festival international du balafon a pour ambition de revaloriser le balafon comme instrument, de remettre les artistes en selle et les fabricants aussi. Pendant une semaine, plusieurs activités seront au cœur de ce festival. Premier du genre, ce rendez-vous culturel a servi de cadre à un reboisement avec pour variété mise en terre, le liga, un arbre dont le bois est beaucoup utilisé dans la fabrication du balafon. Mali Affaire Gossi, lors de sa conférence de presse mensuelle tenue ce lundi 25 avril 2022, le DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, est longuement revenu sur le charnier découvert le week-end dernier à Gossi. Pour lui, il s'agit d'une manipulation de la force Barkhane qui a retrocédé le 19 avril dernier sa base de la ville de Gossi dans la région de Gao, au nord du Mali. Le directeur de la DIRPA s'est dit étonné de la promptitude par laquelle l'information sur le charnier a été rendu public. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Solo. Depuis quelques jours, la découverte d'un charnier près du camp de Gossi, rétrocédé le 19 avril dernier par la force Barkhane à l'armée malienne, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une découverte macabre qui envenime davantage les relations entre Bamako et Paris. Face à la presse lors de sa conférence de presse mensuelle, le chef de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, est revenu sur comment l'armée malienne a découvert le charnier. Le 19 avril, il y a eu la rétrocession de l'emprise de Gossi aux forces armées maliennes. Et le 21 avril, très tôt le matin, des tours d'obus ont visé le camp. Donc c'était le jeudi du mois. Donc il y a une patrouille de reconnaissance qui est sortie pour
un peu patrouiller dans les alentours et voir ce qui s'est passé réellement. C'est la même patrouille au cours de sa mission de reconnaissance qui a découvert, à cause de la forte présence d'une odeur de cadavre, qui a découvert le charnier. Sur la vidéo qui a été largement diffusée sur les chaînes françaises, présentant notamment les individus comme étant les éléments de Wagner. Mais selon le colonel Souleymane Dambélé, les éléments présents dans cette vidéo sont des militaires maliens. Ici, vous voyez un peu les deux images en avant, qui sont en train de prendre des images du charnier, vous voyez. Donc en ce moment, ça c'est des FAMA lorsque ça a été découvert. Donc les FAMA ont fait les images, ont rendu compte aux autorités militaires et ont commencé à un peu ensevelir les corps. Au fait, les corps étaient sommairement enterrés. Vous savez, ça c'est des soldats maliens qui sont venus et vous voyez sur la vidéo qui était passée que des gens essayaient de mettre le sable sur les corps. Donc c'est ce qui a été fait par les soldats maliens. C'est donc tout naturellement que le directeur de la DIRPA rejette les accusations portées par la force Barkhane sur les éléments supposés de Wagner selon l'armée malienne. Nous portons en faux contre cette annonce de la force Barkhane pour dire que c'est Wagner qui a, ou bien les Russes, ou bien nos sous-métiers, comme ils le disent tantôt, qui ont commis ce profil au niveau du Gossi. Nous nous portons en faux contre ces allégations. Et à partir du constat fait sur le corps, c'est pas en 24 heures qu'on peut retrouver le corps comme ça. Une enquête a été déjà ouverte sur le charnier découvert à Gossi. Également, le chef de la DIRPA s'est prononcé sur les attaques simultanées de 3 camps de l'armée malienne. Suite à ces attaques, le président de la transition a réuni un conseil de défense le dimanche dernier pour évaluer les risques d'attaque sur d'autres endroits. Et on termine au Mali après le passage du Premier ministre devant le Conseil national de la transition le jeudi 21 avril 2022. Les Maliens donnent leur avis sur la prestation du chef du gouvernement de la transition. Ils sont partagés entre les questions posées et les réponses données. En somme, ils ne sont pas convaincus par les explications du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On écoute la réaction de quelques Maliens dans les rues de Bamako, toujours avec Bourema Solo. Face aux membres du Conseil national de transition CNT, le Premier ministre malien a défendu son bilan de 10 mois passés à la primature. Un passage devant le CNT suivi par les Maliens qui sont restés quelque peu sur leur faim. J'ai été quelquefois convaincu et à certains moments non. Convaincu dans le sens où quand le Premier ministre dit qu'au moment de la présentation du PAG, il y avait certains contextes qui n'étaient pas là. Après, il y a eu un changement avec le bras de fer avec la France, avec certains partenaires, l'embargo. Donc ce sont des facteurs qui peuvent concrètement influer sur les objectifs à atteindre, on le sait. Mais par moment, on l'a interpellé sur certaines questions, notamment les logements sociaux et par rapport au prix des armements, d'accord ? Pour besoin de transparence, il devait le donner, mais quand il dit que les Maliens n'ont pas besoin de le savoir, je pense que les Maliens ont besoin de savoir parce que le coup d'État est intervenu quand même pour changer la donne. Par contre, certains comme le porte-parole du mouvement Maliko n'ont pas apprécié l'attaque du chef de gouvernement par certains membres du CNT. Je n'ai pas beaucoup aimé le fond. Le fond, c'est que j'ai constaté un certain acharnement comme une sorte de règlement des comptes. Parce que moi je pense que le but de l'exercice c'était d'édifier les Maliens sur un certain nombre de difficultés, mais malheureusement nous avons assisté à un échange médiatique, nous avons assisté à un règlement des comptes parce que certains membres du CNT se sont attaqués à sa personne. Voilà ce que je n'ai pas trop apprécié. À noter également que le Premier ministre a révélé que la dernière proposition des 24 mois des autorités maliennes est actée. Une proposition toujours rejetée par la CEDEAO. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 7h30 pour le journal matinal. Bonne suite de programme sur Truth TV. À demain.